La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 et le titre du jour c'est les marchés n'aiment pas les bruits de bottes. Un mois de conflit en Iran commence à sérieusement peser sur les marchés. Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé sur leurs niveaux les plus faibles depuis le mois d'août 2025. Le Nasdaq est même entré en territoire de correction, c'est-à-dire qu'il affiche une baisse de 10% depuis son dernier pic. Le S&P 500, lui, il a connu 5 semaines de baisse consécutives, ça ne lui était plus arrivé depuis 2022. Autre statistique qui nous ramène à cette année, le 60-40 a connu son pire mois depuis 2022 selon le Financial Times. Pour rappel, le 60-40 désigne l'allocation traditionnelle d'un portefeuille, c'est-à-dire qu'il est composé de 60% d'actions et de 40% d'obligations. C'est donc une configuration très douloureuse pour les investisseurs puisque la baisse des actions n'est pas amortie par la performance des obligations. En effet, les taux ont poursuivi leur remontée tout au long du mois écoulé et le 10 ans américain est même revenu titiller son plus haut niveau de l'année à proximité des 4,5%. Il s'est un petit peu replié depuis, mais il reste à niveau élevé. Le 30 ans, lui, il s'est approché des 5%. Le 10 ans français a pour sa part atteint vendredi son plus haut niveau depuis juin 2009 à 3,88%. Et ce, en dépit d'une bonne nouvelle, le déficit français a été plus faible que prévu en 2025 à 5,1% du PIB. Mais c'est bien sur la partie courte de la courbe des taux que les mouvements sont les plus violents. En un mois, le 2 ans allemand s'est envolé de 70 points de base et du côté des États-Unis, la dette à 2 ans a progressé de 55 points de base. Des mouvements qui traduisent le retournement complet des anticipations sur la politique monétaire. Les investisseurs regardaient en effet du côté des baisses de taux cette année, eh bien ils se préparent maintenant à des hausses. Les traders anticipent par exemple 3 hausses de taux de la BCE d'ici septembre, c'est considérable. Ces anticipations sont toujours très volatiles et je suis incapable de vous dire si la Fed ou la BCE monteront effectivement leurs taux en 2026. Mais le marché, lui, il a déjà fait le job, le resserrement monétaire a eu lieu en amont puisque les coûts des emprunts sur les entreprises et pour les États ont nettement augmenté. Voilà pour l'état des lieux après un mois de conflit en Iran, une guerre qui, à en croire les Américains, devrait bientôt prendre fin. C'est encore ce qu'a dit Marco Rubio vendredi à l'occasion de son passage en France. Le secrétaire d'État a affirmé que c'était une question de semaines et non de mois, mais les marchés achètent de moins en moins l'idée que l'affaire peut être pliée rapidement et surtout, ils doutent de plus en plus de la capacité de Donald Trump à siffler la fin de la partie quand bon lui semble. Pour l'illustrer, nous allons d'ailleurs retracer la semaine écoulée. Il y a une semaine donc, Donald Trump menaçait de frapper les sites énergétiques iraniens, mais lundi midi, il a surpris tout le monde en annonçant que des discussions étaient en cours avec l'Iran. Il a alors mis en pause ses menaces pour 5 jours, et puis jeudi, il a de nouveau repoussé cette deadline au 6 avril pour laisser plus de temps aux négociations. Alors si l'annonce de lundi a été accueillie positivement par les marchés, celle de jeudi a été beaucoup moins efficace. Les indices ont clôturé la séance au plus bas et la baisse s'est poursuivie vendredi. La semaine s'est même achevée avec un indice VIX au-delà des 30 points. On va noter qu'Israël n'est pas tenu par la promesse américaine, puisque les frappes se sont poursuivies, notamment sur les actifs énergétiques iraniens, et que l'Iran, de son côté, a aussi poursuivi ses ripostes. Alors, du point de vue des marchés financiers, Donald Trump a écarté lundi dernier donc le risque d'escalade supplémentaire, c'était donc un élément positif, mais désormais, laisser plus de temps aux négociations, c'est aussi étendre la durée du conflit, et chaque jour qui passe ne fait qu'accroître les conséquences économiques, d'autant que sur le terrain, eh bien, le conflit s'élargit. Ce week-end, ce sont les Houthis du Yémen qui sont entrés dans la danse en envoyant des missiles et des drones en direction d'Israël. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce qu'ils ont la capacité de perturber la navigation en mer Rouge, ce qu'ils ont déjà fait par le passé d'ailleurs, une route maritime qui est encore plus critique depuis le passage par le détroit. Une route maritime qui est encore plus critique depuis que le passage par le détroit d'Ormuz n'est plus possible. D'ailleurs, pour prendre un exemple concret, l'oléoduc qui permet à l'Arabie Saoudite d'exporter son pétrole via la mer Rouge fonctionne actuellement à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour selon Bloomberg. Dans ce contexte, le pétrole est relativement calme ce matin, le baril de Brent est autour de $108 et le WTI s'échange autour de $101. Dans une interview au Financial Times, Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient s'emparer du pétrole iranien, je le cite, il a indiqué qu'il envisageait la prise de l'île de Kharg, principal terminal d'exportation du pays, et ce, alors que les États-Unis continuent à amasser des troupes dans la région. Ce week-end, le Washington Post rapportait que le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol en Iran, un scénario qui changerait le visage du conflit évidemment, puisqu'il se passe actuellement essentiellement dans les airs, en tout cas sur son côté oriental. Ce matin, ces craintes sont toutefois un petit peu contrebalancées par les espoirs d'une sortie négociée. Dans la nuit, Donald Trump a indiqué que les nouveaux dirigeants iraniens se montraient très raisonnables et qu'il est persuadé de pouvoir obtenir un accord.
Le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Turquie poursuivent leur offensive diplomatique en ce sens. Les 4 pays se sont réunis ce week-end. Ils tentent de trouver une voie permettant d'amener les États-Unis et l'Iran à un compromis. Dans l'agenda macro du jour, l'attention va se porter cette semaine sur l'inflation en zone euro, un chiffre qui devrait porter la marque du conflit en Iran. Première publication à 14h aujourd'hui en Allemagne. Côté États-Unis, les investisseurs attendront les ventes au détail et surtout le rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi. Le mois dernier, celui-ci avait fait état de 92 000 destructions d'emplois. Plus largement, l'économie américaine a détruit des emplois sur 5 des 9 derniers mois. Tout cela place donc la Fed dans une situation plutôt délicate entre un marché de l'emploi qui montre des signes de fragilité et l'inflation qui devrait repartir à la hausse. La journée de vendredi sera toutefois assez particulière puisque les marchés ferment 3 ou 4 jours pour le week-end de Pâques. Wall Street rouvrira lundi, contrairement à la plupart des marchés européens. Les actions occidentales ne réagiront donc pas directement aux chiffres de l'emploi aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité ce matin, notons que l'Ukraine a conclu samedi des accords en matière de défense avec le Qatar et les Émirats Arabes Unis après une visite de son président dans ces 2 pays. Du côté du Japon, la Banque centrale a prévu de s'attaquer à la spéculation autour du yen. C'est une menace qui a fait remonter la devise japonaise aujourd'hui. L'aluminium, lui, a pris la pente ascendante après une double frappe iranienne sur des installations de production au Moyen-Orient. Enfin, l'Europe est passée à l'heure d'été. Nous retrouvons donc cette semaine un décalage de 6 heures entre Paris et New York. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon et la Corée du Sud lâchent environ 3%. Les pertes sont plus modestes en Inde, moins 1% environ, et en Australie, moins 0,7%. Les places chinoises sont proches de l'équilibre sur le continent et en repli de 0,9% du côté de Hong Kong. Les futurs américains évoluent légèrement dans le vert, tandis que l'Europe hésite pour démarrer la semaine. Les niveaux atteints par le VIX, donc plus de 30 points, ce qui est relativement rare, indiquent que des mouvements indiciels brutaux sont toujours à craindre. Du côté de l'actu des sociétés en France, Sanofi présente de nouveaux résultats de phase 3 pour l'amtilélimab, je sais pas si je le dis comme il faut, dans la dermatite atopique lors d'une session de dernière minute de l'ADD. Thales annonce le lancement du satellite Iode 2 pour la mission Céleste de l'Agence spatiale européenne. Total Energy a signé avec EDF un partenariat sur 12 ans. Saint-Gobain lance une nouvelle édition de son plan d'actionnariat salarié pour la 39e année consécutive. Antonio Camitsecra est nommé censeur au conseil d'administration de Nexans. Air France a effectué samedi sa dernière rotation à Orly pour se recentrer sur Roissy. Seule la filiale Abacou Transavia demeure à Orly. Atos a été condamné à verser 236,9 millions de dollars dans le contentieux entre Syntel et Trizetto. Le groupe réfléchit à un appel. Casino a procédé à un remboursement de 20,8 millions d'euros de sa dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim. Lizzie renforce son équipe de direction et Arverne projette une émission de 33 millions d'euros d'Oran souscrite par BPI-France et ses investisseurs historiques. Ailleurs en Europe, les acteurs de l'aluminium comme Norsk Hydro ou Glencore pourraient être sous les feux de la rampe après les frappes sur les sites industriels dans le Golfe. Raiffeisen va dépenser 591 millions d'euros pour racheter l'unité roumaine garantie de BBVA. Alwyn et Flutters feraient partie des acteurs intéressés par l'opérateur de jeux d'argent espagnol Codere, valorisé 2,3 milliards de dollars. Blackstone serait en pourparlers pour le rachat de l'équipementier aéronautique britannique Senior qui discute déjà avec Advent. AP Moller Maersk annonce une suspension de 48 heures de ses opérations suite à un incident de sécurité portuaire à Oman. Idorsia publie les résultats d'une étude de phase 2 pour un traitement de l'insomnie pédiatrique et Atlantic Sapphire obtient un prêt-relais de 10 millions de dollars. En Amérique du Nord, Caterpillar et Deere ont souffert vendredi après que Donald Trump a exigé une baisse du prix des tracteurs. Merck & Co annonce que le Wind River a atteint son critère d'évaluation principal dans un essai de phase 2. Eli Lilly s'apprête à signer un accord de 2 milliards de dollars avec la biotech hongkongaise Insilico Medicine pour le développement de médicaments par l'IA selon le FT. Par ailleurs, le laboratoire américain conditionnerait la reprise de ses investissements au Royaume-Uni à une hausse des prix du NHS. Meta s'apprête à dévoiler cette semaine 2 nouveaux modèles de lunettes connectées Ray-Ban. Ray-Ban, c'est EssilorLuxottica, qui sont destinés aux porteurs de verres correcteurs selon Bloomberg. Ailleurs dans le monde, Sony augmente le prix de sa PS5 pour la seconde fois en un an. Alcoa est en vive hausse en Australie après les frappes sur les sites d'aluminium au Moyen-Orient et Takeda annonce des résultats probants en phase 3 pour son traitement contre le psoriasis. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Bonne journée à toutes et à tous.